Le 31 mai 1995, la nuit est tombée depuis longtemps sur Oslo quand une femme franchit les portes du Plaza Hotel. C'est l'hôtel le plus prestigieux d'Oslo. Elle a un sac turquoise à la main, une valise à roulettes dans l'autre et un manteau en cuir noir sur les épaules. Elle remplit la réservation d'une chambre pour 2 personnes. On lui donnera la chambre 2805. Elle s'appelle Jennifer Fairgate et son compagnon, renseigné sur la fiche de formulaire, s'appelle Lewis Fairgate. Alors ça s'écrit Lois, L-O-I-S, mais ça se prononce Lewis. 3 jours plus tard, le samedi 3 juin 1995, il est 19h50 quand un agent de la sécurité de 25 ans qui travaillait en temps partiel à l'hôtel à côté de ses études frappe à la porte de la chambre 2805. Sa mission, demander à la cliente de passer à la réception au plus vite afin de renseigner la carte bancaire qui ne l'a pas été pendant l'enregistrement et ce, afin de payer les services additionnels. En guise de réponse, il sursaute, il se plaque au mur et il se cache même dans une alcôve et là il se met à réfléchir à toute vitesse. Est-ce qu'il doit utiliser son talkie-walkie? Dans ce cas-là, est-ce que la personne qui a tiré risque de l'entendre? Sûrement. Du coup, il décide de retourner au local de sécurité et d'en parler à son responsable. Bien sûr, ils prennent le temps d'appeler la police et ils remontent ensemble dans la chambre 2805. C'est donc 15 minutes plus tard, à 20h05, qu'ils frappent à nouveau à la porte de la chambre, mais cette fois ensemble. Pas de réponse. Ils essayent alors d'ouvrir la porte, sauf que le problème c'est qu'elle est verrouillée à double tour mais de l'intérieur. Le chef de la sécurité va donc utiliser un pass que lui seul a et qui permet de déverrouiller la porte. Une fois dans la chambre, il voit que celle-ci est plongée dans le noir. La seule source de lumière est l'écran de télévision. Il éclaire une femme allongée sur le coin du lit, ses pieds touchant le sol. Elle a une balle dans la tête, une arme à la main et il règne dans la pièce une odeur âcre, typique d'une arme qui vient d'être utilisée. Au vu de ces informations, les policiers concluent rapidement à un suicide. Mais alors pourquoi faire une vidéo si l'enquête est déjà résolue? Eh bien parce que laissez-moi vous raconter cette histoire dans laquelle rien ne va et qui reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères de la Norvège. Tout commence quelques jours plus tard, le 22 mai 1995, au Radisson Blu Hotel, connu sous le nom d'Oslo Plaza ou Plaza Hotel, qui, comme son nom l'indique, se trouve en Norvège. Pour vous décrire l'hôtel, c'est une architecture de 37 étages. Il y a même une passerelle qui le relie à l'Oslo Spectrum Arena, qui accueille, entre autres, la cérémonie du prix Nobel de la paix et accueille le concours de l'Eurovision, mais pas celui de 2010. Mais qui sont les clients de cet hôtel? Il y a principalement des gens fortunés, des célébrités, des chefs d'État ou encore des diplomates. Il y a même la famille royale qui y séjourne. Vous l'aurez compris, on est très loin du Formule 1. Donc, ce 22 mai 1995, la réceptionniste de l'hôtel reçoit un appel d'une femme qui souhaite réserver une chambre pour quelques nuits. La réceptionniste de l'hôtel dira même se rappeler que cette femme parle anglais et n'a pas d'accent. On n'a pas beaucoup d'informations sur le nombre de nuits qui a été pris, ni même les dates. Par contre, on a le nom d'enregistrement et c'est Jennifer Fairgate. Quoi qu'il en soit, cette femme rappellera le 31 mai 1995 pour confirmer sa venue le soir même, mais également pour modifier sa réservation. En effet, elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de son compagnon, donc Lewis Fairgate. Sauf que cette fois, la réceptionniste est surprise, elle parle anglais avec un fort accent allemand ou du moins de l'Europe de l'Est. Nous voilà donc rendus le soir même à 22h40. Jennifer arrive donc à l'hôtel pour s'enregistrer. Elle est petite, elle mesure 1m57, elle a les yeux bleus, les cheveux bruns, très foncés, presque noirs, coupés très court et elle porte une veste en cuir noir. Elle sera décrite comme une femme élégante. Selon la procédure, à leur arrivée à l'hôtel, chaque client doit remplir une fiche de renseignement. Cette fiche de renseignement permet tout simplement d'obtenir les fameux passes magnétiques qui font office de clé pour ouvrir les chambres. Heureusement, cette fiche de renseignement a été conservée et la voici.
Déjà, la première chose que l'on peut remarquer, c'est le nom de famille de Jennifer. Il contient déjà une incohérence. Lors de son premier appel, la réceptionniste a enregistré Fairgate avec AI. Mais Jennifer signe Fairgate avec un E. On va partir du principe que le vrai nom de Jennifer est Fairgate avec un E, puisque je pense que Jennifer sait mieux que quiconque comment elle s'appelle. On peut penser que c'est une simple erreur de la réceptionniste. Ensuite, Jennifer donnera l'âge de 21 ans. Pour l'instant, retenons juste cette information, mettons-la de côté. Selon la réceptionniste qui s'est chargée d'enregistrer Jennifer, celle-ci voyageait seule. Aucun homme n'était avec elle. Mais la réceptionniste en chef déclarera tout autre chose. Selon elle, un homme accompagnait Jennifer. Elle le décrira comme grand, environ 1,85 m, cheveux foncés, entre 35 et 40 ans. Un autre fait intéressant sur cette fiche d'enregistrement, c'est que sur le côté gauche, la réceptionniste a coché à la place de Jennifer, à l'emplacement où elle aurait dû remplir les informations d'identité. Pourtant, on est sur un hôtel de luxe avec des procédures très strictes. La réceptionniste en chef dira que cela n'aurait jamais dû arriver. En effet, ces informations sont obligatoires pour pouvoir se prémunir en cas de non-paiement de services additionnels. La réceptionniste s'en défendra en disant que cela arrivait fréquemment, parfois pour réduire l'attente ou pour ne pas embêter les clients fortunés qui ne souhaitaient pas forcément fournir leur identité. Alors, les réceptionnistes ont pris l'habitude de ne pas trop insister. Une fois l'enregistrement fait, 2 passes ont été remis à Jennifer et Lewis s'il était là. L'avantage, c'est que même si on est en 1995, c'est un hôtel de luxe. Donc, il est déjà équipé d'un système connecté. Il ne s'agit pas de clés traditionnelles, mais de passes magnétiques. Et ça va nous permettre de savoir exactement à l'heure à laquelle elles sont utilisées. En revanche, nous ne saurons pas précisément quand la chambre sera libérée. Nous pourrons uniquement savoir quand quelqu'un rentrera dans la chambre. Mais on ne pourra pas déterminer si le pass de Jennifer ou si le pass de Lewis a été utilisé. Donc, récapitulons. 22h40, Jennifer arrive à la réception avec ou sans Lewis et s'enregistre. 22h44, le pass est utilisé pour la première fois dans la chambre 2805. Et à minuit 21, Jennifer sera vue en compagnie d'un homme près du bureau de change de l'hôtel. Ici, plusieurs théories. Est-ce qu'elle est en train de changer sa propre monnaie? Est-ce qu'il y a une transaction entre cet homme et elle? Ça, nous ne le saurons pas. La réceptionniste dira avoir revu Jennifer un petit peu plus tard, seule, cette fois, attendant l'ascenseur, sûrement pour rentrer dans sa chambre. Ce que je trouve étrange, et sauf si je me suis trompée dans mes recherches, je n'ai pas trouvé d'informations disant qu'elle a utilisé son pass ce soir-là après minuit 20. Donc, ça veut dire qu'après le bureau de change, soit quelqu'un l'attendait dans sa chambre et lui a ouvert la porte, soit elle n'est tout simplement pas re-rentrée dans sa chambre. Le lendemain, on est jeudi et la carte a été utilisée à 8h34. C'est un peu tôt, 8h34 pour rentrer dans sa chambre, mais pourquoi pas, peut-être qu'elle est partie chercher le petit déjeuner puisque personne ne l'a vue au restaurant de l'hôtel. Ensuite, elle ressort de sa chambre et cette fois on sait où elle va puisqu'elle se rend à la réception. Initialement, la réservation durait 2 nuits, donc du mercredi au vendredi. Elle demande à modifier sa réservation pour rajouter 2 nuits supplémentaires. La réceptionniste donne donc 2 passes supplémentaires. On sait que ce jour-là, la chambre était libre entre 11h44 et 12h50. On le sait parce que le personnel est venu y faire le ménage. 2 femmes sont chargées de nettoyer la chambre de Jennifer. Il s'agit de la responsable, Vigas Valo, et de la stagiaire de 19 ans. C'est d'ailleurs Vigas qui avait préparé la chambre de Jennifer avant que celle-ci n'arrive. Comme la procédure le veut, lorsqu'il y a 2 clients, on ne donne pas une couette 2 places, mais 2 couettes 1 place. Lorsque Vigas et sa stagiaire sont arrivés dans la chambre, un détail leur saute aux yeux. En effet, la deuxième couette qui a été donnée est pliée et mise de côté et un seul oreiller est dans le lit. Elles en concluent donc qu'une seule personne a dormi dans ce lit. Une fois le ménage fait et avant de quitter la chambre, Vigas remarque dans l'armoire une paire d'escarpins de couleurs vives qui sont vraiment très jolies. Et elle ne peut pas s'empêcher de les prendre dans ses mains pour tenter de regarder l'étiquette. Malheureusement, Vigas dira qu'elle ne se souvient pas de la marque inscrite sur l'étiquette,
ni même s'il y avait une étiquette. Finalement, le passe magnétique ne sera utilisé que le lendemain à 8h50. Autrement dit, Jennifer n'a pas dormi à l'hôtel dans la nuit du jeudi au vendredi. Après avoir modifié sa réservation, donc, elle est sortie et elle n'est revenue que le lendemain à l'hôtel, sans que l'on sache où elle est allée ni ce qu'elle a fait. Nous sommes donc vendredi matin. Karen Lovebro, qui a remplacé Viga ce jour-là, affirme avoir vu Jennifer rentrer seule dans sa chambre et placer le panneau « Ne pas déranger » sur la poignée de porte. En entrant dans sa chambre, Jennifer a vu tout de suite que la télévision était allumée. Il affichait un message. En effet, la veille, quelqu'un à la réception s'était rendu compte qu'aucune carte bancaire n'était enregistrée sur la fiche de réception. Ainsi, depuis 14h19 la veille, un message s'affichait sur l'écran de télévision. Il lui demandait de passer à la réception pour régulariser la situation. Pour le faire disparaître, il suffisait d'appuyer sur OK de la télécommande, ce que fit Jennifer tout de suite. Plus tard, à 11h03, la carte magnétique est encore une fois utilisée. Bon, là, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est allée faire, ni où est-ce qu'elle est allée. Par contre, on sait qu'elle n'est pas passée à la réception pour régulariser la situation. Et là, c'est la dernière fois qu'un pass est utilisé pour la chambre 2805. À 20h06, Jennifer commande auprès du service d'étage une salade de pommes de terre. Elle sera livrée par Kristen Anderson et selon le process, le repas doit être livré à l'intérieur de la chambre et placé sur la table. Jennifer lui a donné un généreux pourboire et lorsque Kristen est sortie de la chambre, un autre message s'affiche sur la télévision. Encore une fois, on l'invite à se rendre à la réception. Mais Jennifer va encore une fois appuyer sur OK. Le lendemain à 19h36, un troisième message est envoyé sur la télévision. Voyant qu'encore une fois, Jennifer ou une personne appuie sur OK et fait disparaître le message, la réceptionniste en chef se dit que c'en est trop et qu'elle allait confronter les personnes dans la chambre 2805. Elle prend l'ascenseur et se rend devant la porte. Problème, c'est que le panneau « Ne pas déranger » est bien sur la poignée à l'extérieur. Et selon le process, elle n'a pas le droit de déranger les clients dans ces moments-là. Qu'à cela ne tienne, l'équipe de sécurité, eux, le pouvaient. La suite, vous la connaissez, l'étudiant à temps partiel frappe à la porte, un coup de feu retentit, 15 minutes plus tard, après avoir utilisé un outil pour déverrouiller la porte, ils entrent dans la chambre. Lui et son responsable trouvent Jennifer étendue sur le lit, une balle dans la tête et l'arme à la main. La pièce était sombre et simplement éclairée par l'écran de télévision. Ce n'est que 30 minutes plus tard que la police va arriver sur les lieux et elle va mener l'enquête pendant 8 à 9 heures. Selon un document interne rédigé par le chef de la sécurité de l'hôtel, la chambre ne sera restituée qu'à 5 heures du matin le lendemain. Ce même rapport indique que Jennifer s'est fait ça toute seule avec une certitude de 99,9%. Et oui, le pourcentage a été indiqué dans le rapport. Mais alors, quelles sont les preuves qui ont permis de faire cette conclusion ? Avant de commencer, sachez que les illustrations que je vais mettre dans cette vidéo sont les vraies photos qui ont été prises par la police. Mais aucune inquiétude, il n'y aura rien de choquant, pas de sang, pas de plaie. Commençons par quelque chose dont je vous ai déjà parlé. La porte était fermée de l'intérieur. Jennifer était allongée sur le dos, les pieds touchant le sol et des projections de sang un peu partout dans la pièce. Sur le mur, sur le sol, sur le plafond, sur le téléphone, bref, il y en avait un peu partout. L'arme a été retrouvée dans la main de Jennifer, posée sur sa poitrine et le pouce sur la gâchette. C'est une position pour le moins étrange puisque je pense qu'on a tous vu des films d'action et il ne me viendrait pas à l'idée de mettre le pouce, de tenir l'arme comme ça avec le pouce sur la gâchette comme ça, enfin c'est très bizarre. Et surtout c'est une arme petite, certes, mais avec un fort recul. Mais ce qui veut dire que quand bien même elle se tire une balle dans la tête, le mouvement du bras naturel serait de partir vers l'extérieur et non pas d'être replié sur sa poitrine. Ajoutons à cela qu'aucune trace de poudre ou de sang n'a été retrouvée sur ses mains ni sur le canon du pistolet. Également, on n'a retrouvé aucune empreinte sur l'arme. C'est un peu comme si elle avait été nettoyée puis placée dans la main de Jennifer. L'hypothèse de la police, c'est que Jennifer aurait
tenter un coup d'essai avant de se donner la mort. En effet, ils ont retrouvé un coussin sur le lit qui a été brûlé et perforé par une arme à feu, et le coussin a ensuite été disposé à l'envers comme pour cacher le méfait. La balle a quant à elle bien sûr traversé le coussin, puis le matelas et s'est arrêtée sur le sol en béton. D'ailleurs, les deux douilles ont été retrouvées sur le sol près du lit, donc celle ayant servi pour Jennifer et l'autre pour le coussin. Une autre théorie est que le coup de feu sur le coussin aurait permis de faire fuir l'agent de sécurité et que Jennifer était déjà décédée. Donc ce serait un coup de feu qui aurait été fait par une personne tierce. Comme l'agent de sécurité est parti, eh bien cela a laissé libre cours à la personne de s'enfuir. Concernant l'arme en elle-même, il n'y avait aucune munition dans l'arme, c'est-à-dire que le chargeur était complètement vide. Elle ne porte pas non plus de numéro de série et ils n'ont pas été juste limés, ils ont été dissous à l'acide. C'est une technique un peu plus efficace et bien plus complexe puisqu'il faut faire attention de ne pas trouer l'arme en allant trop loin avec l'acide. Malgré cela, quelques chiffres du numéro de série ont quand même pu être récupérés. En tout cas, suffisamment pour déterminer que cette arme a été fabriquée en Belgique entre les années 1990 et 1991. Après une rapide enquête, il a été admis que Jennifer Fairgate s'est enregistrée sous un faux nom. En effet, Jennifer et Lewis Fairgate n'ont jamais existé. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve de la présence de Lewis dans la chambre 2805, à l'exception peut-être d'un flacon d'eau de Cologne masculin qui a été posé sur la table mais qui ne contient que les empreintes de Jennifer. Un autre fait étrange, c'est qu'elle n'a pas d'effet personnel. Elle n'a ni maquillage ni article de toilette. Pourtant, quelqu'un semble avoir pris une douche vraiment très récemment. Puisqu'une serviette usagée se trouve sur le sol de la salle de bain, le savon avait également été utilisé et l'un des petits flacons, peut-être celle du shampoing, était ouvert. Un peignoir avait même été jeté sur le lit. Un paquet blanc gisait sur l'un des fauteuils. Les rapports de police ne donnent aucune description de cet objet, mais plusieurs témoins pensent qu'il pourrait s'agir du couvre-lit qui a été roulé en boule. On se rappelle que la veille de la découverte du corps de Jennifer, elle avait commandé une salade de pommes de terre. Ce plat était resté à moitié mangé sur la table. Et la médecine médico-légale va même retrouver de la nourriture non digérée dans l'estomac de Jennifer. Alors que cette assiette a été commandée la veille du décès présumé, aux alentours de 20 heures. Sachant qu'on digère en 3 ou 4 heures max, on peut imaginer plusieurs théories. Théorie numéro 1, elle mange quand elle reçoit l'assiette, mais meurt peu de temps après. Mais alors, comment ça se fait que l'agent de sécurité a entendu un coup de feu le lendemain soir ? Est-ce que le tueur serait resté 24 heures dans la chambre avec le corps de Jennifer ? Mais surtout, pourquoi faire ? Je me dis que si on tue quelqu'un, est-ce qu'on n'a pas envie de partir le plus tôt possible de la scène de crime ? Deuxième théorie, elle mange une première partie de sa nourriture à la réception. Et puis, juste avant d'en finir, elle décide qu'elle a un petit creux et elle remange quelques bouchées. Personnellement, je trouve que cette théorie est un peu trop bizarre. Si quelqu'un a décidé d'en finir, pourquoi est-ce qu'il mangerait quelques bouchées juste avant de le faire ? Troisième théorie, et il s'agit de ma théorie, celle à laquelle j'ai pensé immédiatement quand j'ai lu cette histoire-là. Je pense que pendant ou juste après le repas, elle a ingurgité à son insu ou pas, ça on ne le saura pas, une bonne dose de médicaments. Et pas n'importe lesquels, ceux pour favoriser le sommeil, des anxiolytiques ou certains anesthésiques. Pourquoi cela précisément ? Tout simplement parce qu'il provoque un arrêt brutal ou un ralentissement de la digestion, un état de sédation, de confusion ou de perte de vigilance, une apparence de sommeil profond ou de passivité. Et pourquoi est-ce que je parle de sédation ? Tout simplement parce que je trouve que la position de Jennifer sur le lit est vraiment très étrange. Elle est sur le coin du lit. Je trouve que c'est pas une position extrêmement naturelle. Parmi les autres preuves, à côté du lit, une mallette a été retrouvée. Elle contenait 25 cartouches de pistolet, soit 259 balles. Je trouve que ça fait beaucoup de munitions pour ce qu'avait prévu de faire Jennifer. Les photographies de la chambre 2805 montrent aussi la présence d'un fer et d'une planche à repasser. Ces équipements n'étant pas fournis automatiquement, tout porte à croire que Jennifer les avait demandés, soit tard dans la soirée du vendredi, soit le samedi, c'est-à-dire peu de temps avant son décès.
Dans la chambre, le sac turquoise a été retrouvé. Il contenait 2 paires de bas et 4 soutiens-gorge. Il avait été déposé sur le fauteuil, fermeture ouverte. Sur l'étagère à bagages, adossée au mur, reposait un pull en coton clair ainsi qu'une longue veste en cuir noir, élégante et sobre. Dans l'armoire, 3 autres vêtements étaient soigneusement suspendus. Un chemisier sans manches, un trench-coat et un blazer. Lorsque Jennifer Fairgate a été retrouvée, elle ne portait que des vêtements noirs. Aucun de ces vêtements, ni ceux retrouvés dans sa chambre, ni sur elle, ne comportait d'étiquette. À l'exception de 2 pièces, donc le sac turquoise et un blazer. En effet, pour retirer l'étiquette, il aurait fallu faire un trou directement. Ce qui est étrange, et que vous auriez peut-être remarqué, c'est qu'on n'a retrouvé ni culotte, ni pantalon, ni jupe, ni rien pour le bas du corps. Pas de traces non plus des chaussures, escarpins de couleur vive. Le personnel de la réception dira que Jennifer est arrivée avec une valise à roulettes, mais on ne retrouvera aucune trace de cette dernière. Sur la tablette, un journal a été retrouvé. Le journal USA Today était distribué tous les jours. C'était le même journal pour tout le monde, mais le sac de protection avait été numéroté des chambres pour lesquelles ils étaient destinés. Le hic, c'est que le journal retrouvé dans la chambre 2805 portait le numéro 2816. Mais bon, étant donné que c'était le même journal pour tout le monde, on peut très facilement imaginer que le livreur, n'ayant pas envie de trop s'embêter à rechercher les bons numéros, prenait tout simplement le premier journal qui lui tombait sous la main et le distribuait à la chambre. Un autre point très étrange, c'est que le téléphone dans la chambre a été utilisé. À 2 reprises. Sauf qu'à 2 reprises, c'était un numéro inconnu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les 2 numéros avaient un indicatif de la Belgique et n'avaient qu'un seul chiffre de différence. Un peu comme si elle tentait de se souvenir d'un numéro de téléphone, de contacter quelqu'un en particulier, mais qu'elle n'y est pas arrivée. Elle a tout simplement abandonné au bout de 2 reprises. Ce qui nous renvoie donc à l'adresse qui a été indiquée sur la fiche de renseignement. Évidemment, je pense que vous vous en doutez, l'adresse n'existe pas. En effet, le code postal correspond bien au village de Verlaine. C'est un petit village en Belgique qui compte 4400 habitants. En 1995, c'était donc moins. La rue de la station existe bien, ça c'est bon, mais le numéro 148 n'existe pas. En effet, les numéros de maison s'arrêtent à 98. La photo du portrait robot de Jennifer a été transmise à tous les habitants de Verlaine, mais personne ne reconnaîtra Jennifer. Un dépistage toxicologique a été réalisé, mais il était très sommaire. On a juste recherché les traces d'alcool dans le sang. On n'a pas recherché les drogues ou encore les sédatifs. On n'a pas non plus pris les traces d'ADN possibles qu'il aurait pu avoir sous ses ongles. Ils ont quand même fait un prélèvement de sang dans le but de l'analyser dans quelques années, puisque la recherche ADN en était assez balbutiement. Malheureusement, cet échantillon a tout simplement été jeté. Personne n'a pris le temps non plus de regarder les caméras de surveillance, puisque la police était persuadée à 99,9% qu'il s'agissait d'un suicide. L'hôtel a également jeté le matelas et le couvre-lit ensanglantés quelques heures après le départ de la police. Ainsi, aucune autre recherche ne peut être faite sur ces objets. Le corps de Jennifer a été conservé pendant 1 an dans le but de permettre une identification si quelqu'un venait à se manifester. Mais personne ne se fera connaître. Finalement, en 1996, la police clôt l'enquête et décide d'enterrer Jennifer. 2 mois après l'enterrement, un commissaire adjoint a décidé qu'il était temps de se débarrasser de toutes les preuves. Seule une montre de plongée retrouvée sur le poignet de Jennifer, une paire de boucles d'oreilles en or et une bague en or ont été conservées. Sauf que finalement, ça devait prendre peut-être trop de place puisque la police a décidé de les vendre aux enchères. Pendant les années qui suivent, il ne se passera plus rien jusqu'en 2016. Le corps fut exhumé et on prélèvera un échantillon d'ADN ainsi qu'une dent pour tenter de trouver la vérité. Un profil ADN complet a pu être trouvé ainsi que son âge exact. Elle avait donc 24 ans au moment du décès. Elle serait donc née à peu près dans les années 1970. Il semblerait aussi qu'elle aurait passé une partie de sa vie en Allemagne. L'affaire a été transmise à Interpol en 2017, soit 22 ans après le décès de Jennifer,
et est toujours en cours. Même si des portraits robots ont été diffusés pendant des années avec une description de Jennifer, personne ne la reconnaîtra. À croire qu'elle n'avait ni amis, ni famille, ni collègues de travail, ni même camarades d'école. À savoir que la plupart des informations concernant cette enquête ont été méticuleusement recensées par le journaliste indépendant Lars Christian Wegner, j'espère que je le dis bien, du journal Verdensgang, aussi appelé VG. Un agent du renseignement norvégien, Ola Kaldager, dira dans le documentaire qui a été consacré à Jennifer Fairgate sur Netflix que celle-ci était probablement une agence secrète. Selon Kaldager, elle aurait été traquée et puis assassinée. En effet, le fait de couper les étiquettes des vêtements ou des chaussures, c'est une pratique extrêmement courante dans les services secrets. Cela permet, en cas de problème, de ne pas pouvoir remonter vers le pays de la personne. Il en va de même, bien sûr, avec l'effacement à l'acide du numéro de série de l'arme. L'affaire Fairgate présente d'étranges similitudes avec deux autres affaires survenues en Norvège. En 1987, un homme surnommé Cambo est retrouvé mort près d'une voie ferrée dans le sud du pays. Comme Fairgate, il n'avait pas de papier d'identité sur lui et les étiquettes de ses vêtements ont été découpées. Autre similitude, c'est que les tests ADN effectués ont prouvé un lien entre cet homme et la Belgique. Environ 20 ans avant l'affaire Fairgate, une femme qui est tristement célèbre sous le nom de femme d'Isdal a été retrouvée partiellement brûlée du poison dans l'estomac dans une région isolée de la Norvège. Elle aussi était originaire de la Belgique ou ses environs. Des messages cryptés ont été retrouvés dans ses affaires personnelles et elle non plus n'avait aucune étiquette sur ses vêtements. Une des théories la plus persistantes, c'est qu'elle serait une agence secrète. Quoi qu'il en soit, l'affaire Jennifer Fairgate reste l'un des dossiers non résolus les plus mystérieux de la Norvège. Non seulement parce que son identité demeure inconnue, mais surtout parce que dès les premières heures de l'enquête et même avant, si on compte la fiche de renseignement, il y a eu des erreurs qui sont irréparables. Il y a eu aussi des preuves détruites, des prélèvements jetés, des preuves qui ont été vendues, des caméras de surveillance qui ont été ignorées, et je pense que l'occasion de comprendre ce qui s'est passé est totalement perdue à jamais. Grâce au prélèvement ADN et au profil ADN, quelques fragments de vérité ont pu ressurgir, comme par exemple son âge ou le fait qu'elle a vécu une partie de sa vie en Allemagne. On a pu voir aussi qu'elle avait un lien avec la Belgique. Mais clairement, ça ne suffit pas pour recomposer le passé de Jennifer. Cette histoire, elle me rappelle un petit peu l'homme de Somerton. Il y avait aussi plein de théories, notamment sur le fait que c'était peut-être un agent secret. Ce mystère est resté figé dans le temps sans résolution pendant près de 70 ans. Aujourd'hui, on a eu un dénouement et on sait qui il est. Je vous mets cette affaire dans le petit i si jamais elle vous intéresse puisque je l'ai déjà traitée. J'espère sincèrement qu'on pourra savoir qui est Jennifer et peut-être même avoir une justice même si celle-ci est très tardive. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.